dieses Kanada, wie grenzenlos leer und wie voller Möglichkeiten. Le Canada est un pays vaste, incroyablement vaste, et dont les ressources sont illimitées. Ces grandes et magnifiques forêts sont pareilles à celles qui devaient couvrir notre Allemagne avant que Jules César n'ait traversé le Rhin. Au Canada coule le majestueux Saint-Laurent, plus grand que le plus grand de nos fleuves. Nous, Allemands, avons besoin de territoires et de ressources naturelles. Ici, au Canada, plus que n'importe où ailleurs au monde, s'étend le Lebensraum nazi. Les chutes d'eau de ces affluents nous fourniraient une formidable énergie électrique. Et la terre fertile de notre nouvelle colonie servirait à nourrir notre Reich. Le Canada est un pays arriéré. Les cultivateurs de la province de Québec emploient encore des méthodes surannées qui datent de Louis Hébert. Dans les villes existe une population de langue française qui vit dans le passé et ressasse de vieilles rancunes. Comme ce pays serait facile à conquérir. Ce texte fut écrit il y a 8 ans et faisait partie d'un projet de conquête de l'Est du Canada. Notre devoir, disait l'auteur, est de découvrir l'espace vital qui convient aux Allemands. Et une fois cet espace découvert, il faut frapper sans pitié et le conquérir. Aujourd'hui, les sous-marins nazis sont dans les eaux canadiennes. Déjà, l'explosion des torpilles allemandes se répercute dans les Laurentides. Et du seuil même de leur maison, plusieurs Canadiens français ont pu voir de nombreuses épaves. Ils peuvent se rappeler la phrase « Il faut frapper sans pitié et le conquérir ». Or, le premier pas dans la conquête de ce pays consiste précisément à paralyser la source même de la vie économique canadienne-française, c'est-à-dire le fleuve Saint-Laurent. Depuis longtemps, les nazis ont l'œil fixé sur la province de Québec, taillé à même le gigantesque bouclier canadien. Ses richesses minières, la fertilité de son sol, son fleuve géant en font une proie rêvée pour les vautours nazis. En parcourant le Saint-Laurent depuis sa source jusqu'à l'Atlantique, nous pouvons avoir une certaine idée du rôle primordial joué par le Canada dans le ravitaillement des Nations Unies. Voyez ce grain destiné à Moscou et à Leningrad. Des fretteurs chargés d'aliments pour les ouvriers des usines de munitions anglaises. D'autres cargos chargés de fer quittent le Minnesota afin de ravitailler les hauts fourneaux de Gary et de Hamilton. Poursuivons notre course sur les lacs Huron et Erie. Rendons-nous jusqu'à Montréal, où détente ce joyeux convoi qui doit les amener jusqu'au champ de bataille de la Russie. Bombardiers chargés de missions secrètes décollent de l'aéroport de Dorval et volent vers l'est, à la rencontre du soleil. Bientôt, ils survoleront peut-être des régions polaires, peut-être la jungle, le désert, ou encore des territoires occupés par les nazis. Et dans le port de Montréal, où les grues mécaniques se profilent contre le ciel, vous verrez des cargos arborant les drapeaux les plus variés, chargés du cuivre, chargés de l'aluminium, chargés du zinc et divers produits de la province de Québec.
nous voyons aux endroits où jadis furent fondées les seigneuries, s'élever les gigantesques usines de Sorel et des Trois-Rivières. De là, obus et canons sont dirigés vers l'Égypte et vers l'Iran. En descendant vers les plaines d'Abraham, qui évoquent les noms les plus glorieux de l'histoire du Canada, nous ne sommes plus seulement en face de la vieille capitale, mais devant une ville qui connaît un extraordinaire renouveau industriel. Depuis que les pays baltiques ne peuvent plus fournir du bois à la Grande-Bretagne, les ingénieurs de ce pays doivent compter sur le Canada. Il faudra du bois pour construire des ponts et divers autres outils de notre prochaine offensive. Partout sur le fleuve, autrefois si paisible, croisent des chasseurs de sous-marins, des corvettes rapides dont l'équipage est constamment à l'affût des pirates nazis. Chargés d'exercer une patrouille vigilante, les avions canadiens passent au-dessus des côtes de Gaspé et se dirigent vers l'embouchure du fleuve. Plus à l'est encore, ils survolent l'île d'Anticosti, marchepied naturel de l'envahisseur. Et nos aviateurs, l'œil rivé à la surface de la mer, s'efforcent de déceler l'ombre étroite et longue d'un sous-marin qui s'apprête à plonger. Plus loin, les forces de la France combattante protègent les îles Saint-Pierre et Miquelon. Et les avions canadiens veillent afin que nulle part il existe un seul point que les nazis puissent utiliser comme le tremplin de leur conquête du Nouveau Monde. Mais, disent les nazis, pour conquérir cet espace vital, il faut d'abord soumettre ce peuple. Si Hitler veut conquérir l'Est du Canada, il lui faut subjuguer les Canadiens français. Issus de quelques milliers de colons intrépides, les Canadiens français sont aujourd'hui au nombre de 5 millions, dont 3 millions au Canada et 2 millions aux États-Unis, avec Québec, la capitale, et la plus grande ville française du monde libre, Montréal. Ce peuple a su maintenir une indépendance farouche qui voit d'un mauvais œil les manœuvres des tyrans. Mais voici la véritable force du Québec. Le paysan canadien-français a foi dans la vie simple qui apporte avec elle tant de récompenses. Il croit que les véritables joies de la vie se trouvent non pas dans les plaisirs factices des villes, mais dans la franche camaraderie qui existe entre les membres d'une paroisse rurale. La patrie du paysan est le coin du sol, à l'ombre du clocher, où la Providence l'a placé. C'est là que, prenant conscience de ses responsabilités, il accomplit avec dignité la mission qui lui incombe. Pour le cultivateur du Québec, la paroisse est le symbole de sa destinée, un symbole qui exerce sa profonde influence sur toutes les phases de la vie quotidienne. Aujourd'hui, un rideau de fumée s'élève sur le panorama québécois. Dans les industries de guerre qui se construisent le long des tributaires du Saint-Laurent et à l'intérieur des terres, dans les raffineries et les hauts fourneaux secrets, les Canadiens français préparent leur réponse à la menace nazie. Voilà les hommes dont les agents de Hitler ont dit qu'ils emploient des méthodes surannées qui datent de Louis Hébert. Ces espions n'ont pas compris le côté progressif du caractère canadien-français. Ils n'ont pas su voir la vitalité et l'habileté native d'une population rurale qui, du jour au lendemain, a su s'adapter à la production massive des engins de guerre.
travail ardu et la vie simple sont à l'honneur. Dans l'effort de chacun se trouve le secret de la victoire de tous. Les Canadiens qui, d'un océan à l'autre, ont généreusement consenti aux sacrifices imposés par l'état de guerre, observent les ouvriers qui travaillent dans les avionneries et les arsenaux du Québec et se demandent où le Canada français puise sa constante énergie. À travers le bruit assourdissant des usines de guerre, la voix populaire s'est fait entendre. Notre foi en nous-mêmes nous permettra de tenir le coup et de préparer la victoire finale. Cependant, au cœur des Laurentides, une autre armée s'est également mise à l'œuvre. Équipés de pelles, de haches, de pics, de foreuses, ces gens fondent un monde nouveau qui alimente nos usines de matières premières. Ce sont là les trésors de nos forêts, de ces forêts que, il y a 8 ans, les agents du Troisième Reich considéraient comme inexploitées. Au sein de la terre gisent les mines qui ont excité la convoitise nazie. Les minéraux que l'on y trouve sont indispensables à une nation en guerre. Le chrome et le molybdène pour notre acier blindé. L'amiante, ce merveilleux isolant contre le feu. Le magnésium qui entre dans la composition des explosifs. Le mica et le gypse, isolant de l'électricité. Enfin, divers métaux rares dont il serait imprudent de spécifier l'usage pour fin de guerre. La puissance hydraulique, qui faisait l'envie des espions du Reich, fournit plus que la moitié de l'énergie électrique du Canada entier. Énergie sans cesse croissante, qui permet de produire le tiers de la quantité d'aluminium dont les Nations Unies ont besoin. Vers le nord, dans des régions où même aujourd'hui les Blancs sont peu nombreux, les ouvriers canadiens-français font progresser la marche de la civilisation tout en travaillant efficacement à la défense de leur pays. Et pendant ce temps, des échafaudages, des chantiers maritimes échelonnés le long du Saint-Laurent, des navires de guerre canadiens, ornés de noms historiques qui ont écrit les 3 siècles d'histoire du Canada français, descendent le fleuve géant afin de jouer leur rôle glorieux dans l'histoire de ce siècle, le siècle du peuple. En effet, les nazis considèrent le Saint-Laurent comme une avenue vers de nouvelles conquêtes territoriales. Les Canadiens français, eux, ont une conception tout à fait opposée. Pour eux, c'est une route victorieuse qui mène jusqu'au repère des nazis. Aujourd'hui, les navires qui glissent vers l'est à destination des fonds européens, les sentinelles qui veillent des hauteurs des remparts de la citadelle, symbolisent la détermination des citoyens du Québec qui, à travers les heures de péril, veulent conserver l'esprit de liberté qui permet à chacun d'accomplir son devoir pour le bien commun.
Chez le cultivateur qui, de sa terre, regarde l'océan, chez le marin qui jette un dernier regard sur le sol qu'ont travaillé ses ancêtres, chez les 5 millions de Canadiens de langue française de l'Amérique du Nord, se retrouve la même foi profonde dans leur destinée. C'est ici, disent-ils, que s'épanouiront notre culture, notre langue, notre religion et notre caractère. Et à ceux qui par-delà les mers menacent l'héritage du Québec, les combattants de Charlevoix et de Bonaventure, de Rimouski, de Kamouraska et du lac Saint-Jean, ceux qui se battent outre-mer, ceux qui se préparent ici, tous répondent par la devise du Canada français, « Je me souviens ».